je me sens touchée, coulée, perdue, je me roule en boule et j'entends plus les mots qu'on m'envoie au lance-pierre. Vous écoutez Seriland et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec un comédien et auteur. Il est le héros de la nouvelle série de France 2, L'école de la vie. Il s'appelle Guillaume Labbé et il est l'invité de Seriland. Je m'appelle Eva et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs inspirants au cours de ma scolarité. Leurs mots, leur encouragement, leur vision du monde, leur esprit critique aussi m'ont poussé à réfléchir, à tenter de comprendre la société, ont surtout nourri ma curiosité. Institutrice, prof de français, de philo, de sciences politiques, ils font partie de ces gens qui jalonnent les 20 premières années de nos vies et que l'on n'oublie jamais. Mais en histoire géo, je n'ai pas réellement eu de mentor, pas de Vincent Picard, du nom du héros de la nouvelle série de France 2, L'école de la vie. Un prof au service de ses élèves, bienveillant, persuadé qu'il peut les sauver de la précarité, des discriminations, de l'anxiété. Dans la peau de cet homme, un comédien qui depuis plusieurs mois squatte nos écrans, Guillaume Labbé. Un peu goujat dans la série Planqueur, beaucoup bling-bling dans Je te promets, le voilà passionnément bouleversant dans L'école de la vie. Sans être désobligeante, il n'a pas l'âge d'un jeune premier, ni celui d'un acteur horride, trop prononcé. Non, il a déboulé comme ça, sans qu'on sache réellement qui il était, ni même d'où il venait. Il n'en fallait pas plus pour piquer ma curiosité et tenter de savoir qui se cache derrière ces 1,85 m. Oui, j'ai cherché quelle était sa taille. Mais plus sérieusement, qui est Guillaume Labbé ? Comment construit-il ses personnages ? Comment est-il passé de l'écriture au jeu ? À quoi rêvait-il adolescent ? Et à quoi rêve-t-il aujourd'hui ? Début de réponse avec Guillaume Labbé dans Seriland. Seriland, épisode 69. Bonjour Guillaume Labbé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. J'ai besoin d'éclaircir un petit point avant de commencer. Alors on n'est pas en psychanalyse malgré l'introduction que je viens de faire, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous étiez attendu dans une série baptisée 30 vies et vous voilà dans une série intitulée L'école de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Vous aviez plus de 30 élèves dans votre classe et donc le titre ne marchait plus. Comment ça s'est passé cette histoire-là ? Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est l'adaptation d'une série canadienne qui doit s'appeler 30 vies. Et dans la série canadienne, je pense qu'ils suivent le destin de 30 professeurs différents. Je pense qu'ils changent d'axe comme ça. Et donc, c'était plus adéquat pour ce que nous, on faisait. Donc, l'école de la vie, et ça marche très très bien. Je dois préciser que l'école de la vie est produite par Nagui. Est-ce que c'est un producteur très présent, très exigeant sur le tournage ? On va avoir l'impression que je lui lèche les bottes de fou. Mais il est vraiment à la bonne distance. Parce que il est présent quand il y a besoin qu'il soit présent, quand il peut peser pour une décision, quand il peut convaincre des comédiens de venir. Je pense il est pour beaucoup sur la qualité du cast, évidemment les textes, mais aussi lui derrière. Et après, c'est plus Marc Michaud qui était le producteur, qui était là tous les jours, qui a dirigé l'écriture, parce qu'il y a 2 auteurs par épisode. Donc, ça fait un certain nombre d'auteurs. Pendant les lectures avec les réals, c'était aussi lui qui permettait de faire en sorte que le texte soit respecté tout en l'aménageant en fonction des personnalités des comédiens et du rôle qu'ils allaient interpréter. Et donc, non, il était à très bonne distance. Il est venu sur le plateau, pas énormément, mais il a vraiment suivi le projet de très près. En revanche, moi, je l'ai eu beaucoup au téléphone. Il m'a parlé du rôle, de ce dont il avait envie, tout en disant toujours: moi, je ne suis pas dans la fiction, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Voilà tout ce que je sais faire et je vais faire le max de ce côté-là. Alors, parmi les choses qu'il sait faire, c'est bien écouter la musique. Et il a confié la chanson de cette série, L'école de la vie, à Clara Luciani. Et c'est une chanson qui rythme toute la série. Moi, quand je me sens touchée, coulée, perdue. À quel moment, Guillaume Labbé, vous avez entendu pour la première fois cette chanson ? Je l'ai entendu la première semaine de tournage, quand on tournait principalement avec Émilie Dequesne qui joue ma femme. Et donc c'était assez fort parce que donc, je vis un drame avec ma femme et ma fille. Et on l'a entendu, j'ai entendu les instrus, il n'y avait pas encore sa voix qui était posée dessus. Mais alors quand vous dites vous l'avez entendu, c'est-à-dire qu'on vous l'a diffusé pendant que vous tourniez ? Non, je ne sais plus qui me l'a fait écouter, mais sur un iPhone en disant voilà, on a une première version. Moi, je voulais vraiment l'entendre parce qu'en plus, Émilie qui joue ma femme me la chante un peu à des moments. C'est vraiment la chanson de notre couple en in aussi, c'est pas que du off. Et il nous l'a fait écouter sur un iPhone et j'ai été vraiment bouleversé, quoi.
Oui, parce qu'il faut qu'on raconte. Donc, vous êtes un enseignant, un prof d'histoire géo, vous êtes marié, votre femme est enceinte de 8 mois et il va se passer un drame. Vous allez vous retrouver un papa célibataire avec ce petit bébé. D'ailleurs, comment s'est tourné les scènes avec ce bébé? J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs d'ailleurs de bébés parce qu'ils n'ont pas toujours le même visage. C'est ça, hein, il y en a eu quelques-uns. Il y a des jumelles, mais pas monozygotes. Je crois, Ouais. donc qui se ressemblaient pas totalement. Et il y avait un troisième enfant parce qu'on peut tourner un quart d'heure Et avec oui. un bébé. Ouais. Donc c'est sport. Et On vous? répète avec une poupée. Et donc là, on a des émotions avec une poupée en plastoc. Donc ça, c'est pas facile. Et puis, quand tout est prêt, on fait le plus de silence possible sur le plateau pour que le bébé se sente bien. C'est compliqué, mais ça facilite énormément le jeu à des moments. Pourquoi? Dans quel sens? Ah bah parce qu'il est là et moi, j'arrive pas à la faire manger parce que j'arrive pas à connecter avec elle. Voilà, et après ce qui nous est arrivé. Et franchement, d'avoir le bébé dans les bras, de le sentir vivre, de le regarder quand il me regarde, c'est très très fort. Alors, vous n'avez pas entendu la musique pendant ces moments-là, parce que cette musique, elle vient souvent dans les moments très forts d'émotion, Oui. avec votre femme notamment. Est-ce que vous avez vu la série monter, définitivement monter? Est-ce que vous avez déjà vu tous les épisodes, par exemple, les Alors, 6 épisodes? Moi, j'arrive pas à regarder, donc c'est une catastrophe. Je pense que je dépasse pas ma petite personne et mon égocentrisme. Donc, entre le travail que je fais quand je reçois le texte, ensuite le travail que je fais, ce que je vis sur le plateau, ce que j'imagine, ce que je fantasme, et le résultat, tout ça, j'ai toujours peur, j'ai toujours une déception, et puis j'aime pas du tout me voir. Donc, du coup, j'ai regardé par morceaux. J'ai regardé en post-synchro parce qu'on fait de la post-synchro. Donc là, je regarde. Et j'ai regardé quelques séquences que je voulais regarder. Et puis j'ai arrêté parce que ça me met pas bien du tout. Et c'est pour toutes les séries que vous avez faites, ça a toujours été le cas? Ouais. Et j'ai eu des problèmes sur des films où j'ai eu ça avec Michel Blanc sur Voyez comme on danse. Qui était la suite de Embrasser Ouais, qui vous qui voulez? voudrait. Ouais. Il me dit, viens, il y a une avant-première à tel endroit. Je fais, ah, ça va être galère, c'est où? Il me fait, bah, c'est à côté de chez toi. Ah ouais, ok. C'est compliqué quand même, je te jure. Et puis une fois, 2 fois, et puis au bout de 3 fois, il me fait, hey, tu veux pas venir voir le film? Je dis, écoute, j'arrive pas à me voir. Il me fait, mais attends, mais moi, je regarde jamais ce que je fais. Je suis hyper stressé. Tu viens, on vient au début. Ensuite, on va prendre un verre et puis on revient à la fin. Et en fait, j'ai vu qu'il avait le même truc que moi. Et en parlant un peu, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont malheureusement ce truc-là. Mais je pense que, je désespère pas, hein. Je travaille avec un psy, hein, pour un moment réussir à regarder les trucs. Et je pense qu'au bout de. Parce que je rêverais. Le truc, c'est que j'ai envie de voir le travail des autres. Donc parfois, je regarde Je te promets, j'ai regardé tout le passé. Parce que comme je ne suis pas du tout, j'ai pas travaillé les textes. Et donc, j'ai adoré. Mais sauf que moi, j'ai envie de voir le travail là des réals. Parce que j'ai adoré travailler avec eux. Je veux voir leur boulot. Je veux voir les scènes de Bruno. Alors, je regarde les scènes des autres comédiens souvent. Bruno Sanchez, qui Bruno joue Sanchez, le prof ouais. de sport et qui est votre ami Voilà. dans la série L'école de la vie. Donc, je regarde. Mais il y a un jour où j'arriverai à regarder mes trucs et Ouais, j'arriverai à apprécier. Putain. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans 2 ans, à mon avis, ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Et puis moi, je peux vous le dire, la série, elle repose sur votre personnage et sur vous, et c'est vraiment très, très réussi. D'ailleurs, Merci est-ce que vous vous souvenez de la première scène que vous avez tournée? Ah, c'est une bonne question. Je crois qu'elle est ultra dure. J'étais dégoûté de commencer par ça. Je crois que c'est la tentative de suicide. En tout cas, elle est arrivée très vite. En tout cas, c'est mon premier jour. Il y a le moment où le jeune, alors j'ai oublié le nom du personnage, mais le paraplégique Oui. qui arrive dans la classe. C'est un moment où il est sur les planches et il va passer les planches avec Sur un chantier qui est perché à quelques on est mètres 7 de haut. mètres de haut. Ouais. En plus, j'ai le vertige. Et c'était le moment où il va sauter. Et moi, mon personnage, il a un moment où justement, il se pose la question d'en finir avec sa vie. Et il vient le récupérer. C'était Vous hyper avez dur. commencé comme ça, avec Ouais, cette première ouais, scène? ouais. Ah oui, effectivement, ils vous ont pas ménagé. Ouais. D'ailleurs, une petite question technique, mais je trouve qu'elle a son importance. Est-ce que vous avez tourné dans l'ordre des épisodes? Non. Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Non, c'était aléatoire, fait dans le sens, dans les plans de tournage, en fait. En fait, c'est en fonction de la disponibilité des décors et des comédiens. Et on a fait les 3 premiers épisodes, puisqu'on les a fait avec Elsa et Hippolyte. Et ensuite, les 3 derniers, Ah, quand les 3 même. suivants avec D'accord. Slimane. Parce que je me suis posé la question, est-ce que vous avez l'impression que votre jeu évolue justement entre ces 2 sessions de tournage de 3 épisodes, comme si vous vous apprivoisiez le personnage? Non, il évolue. Et moi, je sais qu'il évolue beaucoup. Parce que ça, c'était c'était aussi le challenge qui me plaisait le plus dans ce perso. C'est que je trouve que l'énorme intérêt des séries, c'est d'avoir un arche de personnage qui évolue. Et ça, c'est ce que j'adore en comédien, ce que j'adore en spectateur. Mais alors, en comédien, c'est un régal. C'est de se dire. Et en plus, là, lui, il est dans un moment de sa vie où il y a. Et je voulais absolument pas
être répétitif. Ça, c'était le gros challenge. C'est ce qui m'a aidé, c'est de parler avec des gens qui ont vécu des deuils et le texte qui est bien fait. Je voulais pas que je voulais que il pourrait pleurer du début à la fin, il pourrait être en souffrance du début à la fin. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc ça, heureusement, on a été hyper vigilants avec les réals de dire, voilà, à cet endroit, il est là de son deuil. Quand il va donner cours, il n'est pas submergé par la tristesse, c'est presque un robot, ça veut dire qu'il est en déni. Donc c'est encore un truc différent. Et puis quand il pleure, c'est encore autre chose. Les pleurs. Donc du coup, en tout cas, moi, la sensation, je sais pas si c'est ça, mais c'est que le personnage, il sort un peu de son deuil. Il commence à pouvoir l'accepter. Et donc, évidemment, dans le jeu, enfin, c'est pas le jeu, mais dans son caractère, ça il bouge. Alors Vincent Bicard que vous incarnez est un être bienveillant, un peu taiseux à certains moments. Il est convaincu qu'il peut aider ses élèves. Il était éperdument amoureux donc de sa femme enceinte et il se retrouve donc père célibataire dès le premier épisode. Et son métier est une sorte de bouée de sauvetage en fait. Ça le maintient en vie. Il a de l'humour aussi, un peu. Le voilà devant une prof qui vient de craquer avec un élève. Je peux participer à ta petite fête ou c'est privé? Tu me racontes? Oh non, Pareil que t'as eu une altercation avec un élève. j'arrive plus. J'arrive plus. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est grâce à eux que je tiens. Allez, tu vas pas te laisser détruire par un gamin. J'adore mon métier, mais je comprends plus. Tout a tellement changé. Ouais, tu parles des claquettes chaussettes? Quoi? Les claquettes chaussettes, c'est... T'es con. Allez, arrête, Aline, ça va aller. Ok, t'as qu'à te dire qu'ils sont comme ça, mais c'est pas ce qu'ils ressentent. Arrête, Vincent, déjà, j'ai tellement honte de pleurer comme ça devant toi, s'il te plaît. Excuse-moi. Alors vous détestez vous regarder, est-ce que ça va de vous entendre ou je suis en train de vous infliger un Je suis truc pas en train de me dire horrible? ça. J'ai envie de dire, j'arrive même avec la voix à me dire... mais Non, parce que la voix c'est très Non, compliqué en la vrai. voix, c'est compliqué. Mais Ouais. non, ça va. Ça va? Ouais, ouais. Pardon pour la question un peu convenue, Guillaume Labbé, mais est-ce que Vincent Picard vous ressemble? Et si oui, en quoi? Ouais, bah, c'est dur. Là, déjà, c'est très perso, en fait, parce que du coup, c'est ce que j'ai mis de très personnel. Donc, ouais, il me ressemble, mais comme tous, il me ressemble plus ou moins. Il y a... Comme tous les personnages que vous Ouais, incarnez? j'essaie toujours de Ouais. trouver quelque chose. Je veux dire, même quand c'est Maxime dans Planqueur, alors que clairement, il est border père narcissique et c'est vraiment un mec, il est compliqué, mais j'ai vraiment été tiré sur une facette de moi qui est là, qui existe et que j'essaie de soigner ou que je fais pas sortir. Et chez Vincent, mais ça fait hyper prétentieux de dire ça, mais sur quelque chose d'empathie que je pense avoir, d'écoute. Après, il y a sur sa façon de recevoir les choses, si, il me ressemble sur beaucoup de choses. Après, il y en a d'autres où il ne me ressemble pas. Il est moins loquace, clairement, vous disiez. Il a clairement moins d'humour. Ça a été un truc où je me suis dit, je Ça me vous suis a- réfréné. Ah, Ah non, ça a Vous été aviez fou. envie de faire des blagues et, Ah oui, et il y ça a des marchait moments pas. où, sur le scénario, je me disais, en plus, on avait une laxité, les auteurs, ils étaient cool là-dessus, de rajouter un peu des trucs, et je me suis dit, j'avais vraiment une version où je me disais, et ça, c'était aussi la distance à trouver avec les professeurs, et me dire, c'est pas un comique, quoi, c'est un mec qui est très... là, il est très différent, il est très sincère. Là où il est, enfin, j'allais dire, il est très différent de moi. Il est très sincère, il est très. Non, c'est un mec super nature, hyper, il cherche pas, il a pas de cynisme. Moi, je peux être, j'ai du cynisme. Mais du coup, je trouve que généralement, ces gens avec super énergie, patinisme, empathique, bon, parfois pour moi, ils ont moins d'humour, ils sont moins dans le deuxième degré, et donc j'ai réfréné toute cette partie-là. Et l'humour, il est plutôt apporté et bien apporté Par Bruno Sanchez, bien sûr. par les élèves, par les autres professeurs qui amènent vraiment cet humour, quoi. 11 saisons et 660 épisodes au Québec. Est-ce que vous... J'étais sûre que ça allait vous faire rire. Vous J'ai êtes tombé prêts? dans les pommes. Vous êtes Non, prêts ou mais pas? moi, l'engagement, moi, je suis parti d'un mariage. L'engagement, ça me fout en l'air. Là, vraiment. J'ai pas- L'extrait plus un truc sur 11 saisons, je peux Comment tomber ça, dans vous les êtes pommes. parti d'un mariage? Mais non, vous me tendez une perche. Non, mais On moi, avait dit pas de j'ai- questions privées, J'ai mais quand même. un énorme problème d'engagement que je règle. Mais alors, attendez, il va falloir qu'on le règle tout de suite parce que vous vous engagez dans Je te promets, qui est une saison a priori au long cours. Vous Ouais. vous engagez dans Planqueur, qui compte déjà 3 saisons. Bah, et alors ça a été dans Je te promets, j'étais engagé sur je suis engagé sur 3 saisons, mais ça a été une discussion de me dire oh là là, c'est et si. Et sur Planqueur, c'était un engagement de 2 saisons plus une, mais donc ça veut dire 2 saisons parce qu'on pouvait très bien dire non à la troisième.
Et là, c'est un engagement sur une saison. Donc, votre personnage disparaît, en fait, Je sais pas normalement pour la saison 2, s'il y a Non. une saison 2. Normalement, je crois qu'il change. Ce qui est prévu, c'est de changer de professeur Oui, parce sur que, chaque ouais, saison. alors, c'est vrai parce que, enfin, c'est vrai, j'en sais rien, je suis pas productrice, mais en l'occurrence, dans la série québécoise, c'est ce qui se passe. Le dispositif est assez original puisque c'est une saison, un prof, ses élèves et ses propres thématiques. Et en fait, il y a 2 saisons par an. Et donc, à chaque fois, on change les oui, c'est personnages. ça, ouais. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes engagé que pour. C'est ça, ouais. À la base, que je sais pour que les c'est 6 c'est ce qu'ils épisodes. m'ont dit tout de suite. Comment vous vous êtes glissé dans la peau de ce prof? Est-ce que, par exemple, les vêtements ont de l'importance? Est-ce qu'il y a une façon de se tenir qui a de l'importance? Alors, ouais, énormément, pour le coup. En plus, moi, dans l'école que j'ai fait, le corps est vraiment hyper important. L'école de comédie, vous De voulez comédie, dire? ouais. Ouais, J'ai d'art fait- dramatique. C'est voilà, et c'est vraiment. Je me souviens qu'il y a même, je crois qu'au bout de 2 ans, ma prof m'a jeté un stylo sur la gueule parce qu'elle était énervée en me disant tu joues qu'avec ta tête, tu joues là, et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'elle voulait dire. Sur Vincent, alors les vêtements, oui, clairement. D'ailleurs, ça a été une vraie discussion avec la chaîne et les réalisateurs, parce que moi, tous ces pulls en laine bouillie un peu large qu'il a au départ, moi, c'était une volonté presque pour toute la série. Et à un moment donné, la chaîne a dit on peut pas. Il va falloir quand même avoir des trucs un tout petit peu plus saillants à des moments sur le truc, parce que je voulais vraiment qu'il s'habille mal, selon mes goûts à moi, mais en tout cas, qu'il fasse vraiment pas gaffe à ça, qu'il soit que dans le pratique, de la polaire, des trucs. C'est un mec qui fait pour moi, je me suis raconté que c'est un mec qui fait du sport dans montagne, qui fait du VTT, qui est pas du tout dans ces trucs-là. Et après, le corps, sur ce rôle, non. Enfin, je me suis approché de moi, ma façon de bouger, de me déplacer. Après, évidemment, c'est impacté dans les scènes dramatiques ou les scènes où. Mais je sais qu'il y a plein de moments quand je rentre où je pense effectivement à la tenue après, quand il rentre de la maternité, tous ces trucs-là. C'est marrant parce qu'au moment où vous le dites, vous changez, Ouais. vous vous affaissez un peu. Ah, c'est drôle. Ouais. Vous voyez comme quoi le corps continue à. Ah ouais, mais il y a vraiment, moi, à dans suivre mon le école, par exemple, personnage, sur l'émotion, il y a vraiment quelque chose qui était beaucoup de. Il y a soit d'aller dans un truc très intellectuel, d'aller chercher des émotions, ce qui peut m'arriver sur certaines scènes, et puis il y a des moments où, en fait, à force de répéter, j'arrive pas à aller contacter des objets dans mon histoire qui me touchent, parce que pour la concentration, il y a vraiment des choses de corps que j'ai appris, par exemple, de rentrer le diaphragme. Et c'est la mémoire du corps en expirant qui est celle quand on va pleurer. Et en fait, ça fait monter une émotion chez moi. Et en fait, il y a des choses comme ça sur la mémoire sensorielle qui permettent d'accéder à des émotions de manière automatique. Je sais qu'Émilie Dequesne a beaucoup ça. Alors, est-ce que ça veut dire que, à la fois dans le texte et dans la façon de jouer, vous avez une forte place pour l'impro, où tout est réglé comme du papier à musique et il faut s'y tenir? Là, je parle de l'école de la vie, en l'occurrence. Il y avait assez peu d'impro. C'est-à-dire qu'on a discuté des textes en amont, on a fait des lectures, on a travaillé pour se les mettre en bouche et pour faire des. Il y a des choses où, parfois, à l'écriture, il y a des versions d'écriture où, en fait, il n'y a plus besoin de dire les choses parce qu'une fois incarné, c'est pas forcément nécessaire. Mais une fois sur le plateau, généralement, on était très, très proche du texte. Alors, je vous en parle parce qu'il y a un extrait que j'aime beaucoup, que j'aimerais qu'on écoute. Vous organisez une séance de questions pour un champion avec vos élèves. Question rapidité. Quelle femme exerce la régence de la France lors de la guerre franco-prussienne de 1870? C'est des questions. Sérieusement? Non, Jean-Baptiste, je te jure, je t'enlève un point. Eugénie de Mojito. D'accord, c'est celle qui a importé la menthe en France pour la première fois. Ouais. Non, même si il est dyslexique, c'est pour ça. Alors, c'est Eugénie de. Non, le doigt d'honneur, s'il te plaît. Eugénie de Mojito. Montijo. Ouais, Montijo. Ouais, carrément. Allez, vas-y, 0,5 points en plus pour l'équipe de Mehdi au prochain test. Ça joue hyper bien. Franchement, on a l'impression on pourrait être dans un documentaire en train de filmer dans une classe. Vous en apercevez en l'écoutant ou pas du tout? Ouais, c'est super bien. Mais c'était génial à tourner cette scène. Enfin, ces scènes-là dans les courses parce que les comédiens là qui sont super. Les ados sont géniaux. Ils sont il n'y en a géniaux. pas un qui est en dessous des autres. Hein, ouais. Et puis hyper naturel. Et puis aussi le fait d'avoir 2 caméras, de pouvoir laisser tourner. Donc du coup, ça nous permet de plus. Mais donc là, pas d'impro du tout? Si, alors j'ai dit non, mais les scènes avec les élèves, souvent dans les répétitions, il y en a qui amenaient des choses. On avait là par exemple sur mon Tijo, mon Gito. Ça c'est nous qui l'avons amené sur le plateau en fait. Il se trompait, mon Tijo, mon Gito, et ensuite le coup de la menthe, tout ça, on l'a trouvé en répète.
Et ensuite, on a demandé au réal si ça leur allait qu'on fasse cette blague. Et ça fait partie des seuls moments où Vincent, je me suis dit, tiens, là, quand même, il peut faire ça, quoi. Oui, vous pouviez avoir un petit trait d'humour quand même. Mais en même temps, et c'était une vraie question, et c'est là où les réals, c'est tellement important, c'est que là, il est dans son histoire. Je veux pas spoiler, mais en tout cas, c'est un moment où je me dis, est-ce qu'il peut faire de l'humour vraiment? Est-ce qu'il y arrive? Et en fait, il y a des moments où justement, tu décroches. C'est ces scènes-là qui le sauvent aussi. Oui, qui le ramènent à la vie, en fait. Ouais. Est-ce qu'on l'entend? Oh non, alors, si, on va le dire. Non, on va pas l'enlever du tout. On entend des petits pas dans le studio. Et en fait, c'est votre chien. Ouais, il faut qu'on explique quand même. Mais non, mais pas. Je pensais jamais être un acteur à chien et je suis un acteur à chien en fait. Depuis qu'on a commencé à se parler, Guillaume Labbé, à plusieurs fois vous m'avez prononcé les mots d'émotion, de sensoriel, et j'aimerais vous soumettre un petit exercice que j'aime beaucoup. Si Vincent Picard, par exemple, était un son, ce serait lequel? Pour essayer de comprendre quelle est toute la dimension de votre personnage. Ça serait une basse. Un son vraiment très bas, je ne connais pas assez les instruments, mais un truc qui fait un peu vibrer, mais qu'on entend très peu, qu'on ressent, mais qu'on n'entend pas beaucoup. Et si c'était une odeur? C'est dur. Si, l'odeur de pain. Pourquoi? Parce que je vois tellement amoureux de la nature, c'est ce qu'il veut en fait. Au début de la série, il veut vraiment partir. Pain PIN, ouais, pardon. Pain PIN. Ouais, non, PIN, non. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Non, l'arbre. D'accord. Et une matière à toucher? Une matière à toucher? Je sais pas du tout. Je pense. Alors vraiment, c'est parce que c'était marrant sur le tournage. Ce serait une matière technique un peu kawaii, Gore-Tex. Mais ça me fait marrer parce que c'est surtout que je voulais du coup des trucs techniques. Et évidemment, l'équipe son, comme on est microté, ça fait du bruit quand on bouge les trucs techniques. Ça a été une vraie bagarre, ça, entre le son et l'image. Une image? La dune du Pilat sur le bassin d'Arcachon. Pour Vincent? Ouais. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, moi, c'est mon besoin de calme, de sérénité, de nature. Moi, je l'ai là parce que c'est de là d'où je viens, où je suis le plus souvent. Et j'ai souvent pensé à ça quand il est seul et quand il a envie d'aller bien. Et c'est aussi le rêve qu'il voulait avoir avec elle. Moi, je me suis raconté qu'ils allaient s'installer dans cette région. Et un goût? De l'acidité. C'est pas vraiment. Je sais pas si c'est un goût. Ça fait partie, ça fait partie des une acidité saveurs, de bout de langue. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il peut être assez piquant, et surtout, pour moi, c'est sans doute pas vrai, mais c'est un peu l'inverse de l'amertume. C'est ce que j'aime et je le trouve pas amer comme gars. Quand vous me parlez du Pilat, vous me dites c'est une région que j'aime bien, où je vais, etc. Est-ce que le personnage de Vincent est toujours en vous? À quel moment vous avez arrêté le tournage, par exemple? Parce que nous, on le voit à l'écran là aujourd'hui. Mais on a fini, ça a été vite d'ailleurs, fin décembre. Fin décembre. Et est-ce que vous l'avez toujours en vous? Est-ce que les personnages, d'une façon générale, vous hantent? Non, j'ai une coach qui m'avait fait un truc génial que j'ai gardé comme exercice. C'est qu'elle me faisait rencontrer les persos en état un peu de méditation. Et du coup, elle me disait de m'imaginer. Elle me dit de m'imaginer dans un endroit que j'aime, ou un bar, ou n'importe quoi que je peux bien figurer. Et puis le personnage entre. Et au début, on le voit pas. Et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure du travail, il commence à exister. Il est là. On le voit avec ses fringues, avec sa façon de se mouvoir. On parlait du corps tout à l'heure, de la façon de s'asseoir, de discuter. Et il y a des persos auxquels je repense, et il y en a avec qui parce que pendant le travail de préparatoire, moi, ça m'arrive de discuter avec eux. Donc du coup, d'avoir des petites discussions comme ça. Il y en a, j'ai fait un rôle de pompier dans les Hommes du Feu, et lui, Martial, vraiment, ça m'est arrivé, je fais des trucs sportifs, parfois je fais des triathlons, des trucs un peu longs. Clairement, je lui demande de venir courir avec moi. Il y a des moments quand j'en peux plus sur des trucs d'endurance, que je déteste ça. Vous faites appel à lui, en fait. Grave. Et c'est assez. Alors parfois ça marche pas du tout, mais c'est comme la méditation. Faut pas que je m'énerve s'il n'y arrive pas et tout. Sur Vincent, depuis le tournage, je l'ai pas encore revu, mais je pense qu'il restera. Après, il y en a où, dont on parlait, il y a des personnages sur Trauma, sur une série. Une série pour 13e rue. Ouais, ça a été long, parce que ce personnage, il vit des trucs très durs. Moi, je me suis servi de choses qui étaient sans doute pas réglées dans ma vie pour accéder à ces émotions-là et tout. Et celui-là, celui-là, je m'en dépatouille difficilement, quoi. Ça a été long, quoi. Vos joutes verbales avec Bruno Sanchez dans la série sont délicieuses. Elles sont touchantes aussi. On a choisi un extrait du dernier épisode de la saison, mais sincèrement, il n'y a aucun spoil. Promis, juré. Tu disais qu'elle m'avait fait parler, que ça m'avait fait du bien. Mais genre, elle t'a parlé d'Alex et toi, t'es resté zen. Non, Alex, c'est impossible d'en parler, c'est beaucoup trop tendu.
Ah, le gamin devient néo-nazi, elle me dit que je peux rien faire pour le sauver. Le sauver? Alors Vincent, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu ne portes pas de slip par-dessus ton futal. Puis t'as pas de cape dans le dos non plus. Je suis sérieux, Léo. Ouais, mais moi aussi. Faut arrêter avec ce syndrome là de super picard à tout bout de champ. Même les super-héros, ils font des braques de temps en temps. Superman, il repasse sa cape. Thor, il recharge son marteau. Batman, il emmène Alfred à ses soirées bingo. Bon, Hulk, il fait des spas. J'ai compris l'image, là. Ouais, bah ouais. Et t'inquiète pas, de toute façon, pour Alex, franchement, je sais plus quoi faire. J'y arrive plus. Donc je vais faire un break. Bah, c'est bien, ça, c'est même parfait. Non. J'ai l'impression que j'ai plus rien à donner. En fait, peut-être que je suis pas fait pour ce boulot. Évidemment, on a arrêté là, parce qu'il faudra que vous découvriez le dernier épisode. Une des qualités de la série, pour moi, repose sur la justesse des dialogues, on vient de l'entendre, sur le jeu des ados, que je trouve absolument formidable. Comment s'est passé le tournage avec eux? Est-ce que vous étiez le grand frère, ou plutôt l'acteur principal qu'il ne faut pas venir embêter, qui a besoin de concentration avant les scènes? Je faisais en sorte de faire le truc de l'acteur principal qu'il ne faut pas embêter, parce que moi-même, au-delà de Vincent Picard, la distance, j'ai eu du mal à la trouver à des moments, parce que c'est toujours pareil, mais c'est pareil, j'ai la même chose avec des adultes, hein, mais c'est juste que moi je sais que j'ai besoin de moments de concentration. On est tous faits très différemment, les acteurs, il y en a jusqu'aux actions, avant même une scène d'émotion folle, ils peuvent parler d'autre chose, quoi. Et d'un coup, plaf. Et c'est pas votre cas? Moi, c'est pas mon cas, j'y arrive pas. Et donc avec eux, il y en a qui ont transféré le truc, il y en a vraiment qui ont créé une relation, j'avais l'impression d'être leur prof. Il y en a d'autres où ils se sont dit on est les meilleurs potes parce qu'on faisait des blagues au HMC, et puis après il a fallu mettre Alors, une HMC, il faut vous distance. expliquer. Ouais, l'habillage, maquillage, coiffure, on est quand même Ouais. beaucoup. Et, on est souvent. Donc, non, franchement, il y a eu tout. Ils ont des personnalités tellement différentes. Mais ça a été, mais franchement, ça a été vraiment facile de bosser avec eux. Moi, j'ai été scotché par leur maturité dans le travail. Alors, il y a cette bande d'adolescents qui est formidable, et puis il y a des comédiens adultes, eux aussi, qui sont formidables. Moi, j'imaginais que c'était une sorte de colonie de vacances XXL, ce tournage. Enfin, peut-être que je me trompe, mais au casting, on retrouve entre autres Florence Pernel, Émilie Dequesne, Nicolas Briançon, Mélanie Page, Marc Lavoine, Bruno Solo, Julien Boisselier, Xavier Lacaille, qui était avec nous la semaine dernière, François Berléand, entre autres, et tant d'autres. Dernier extrait pour sourire. Une des élèves a trouvé une bouteille d'alcool dans les toilettes. Elle la planque dans son sac, mais Xavier Lacaille, qui joue le pion de service, l'a vite repéré. Ça va, ça se passe bien? Ouais. Ouais. Tu peux ouvrir ton sac, s'il te plaît? Pourquoi? Ben, parce que. Par curiosité. Allez, super ça, c'est la teuf. Non, mais c'est pas à moi. Je l'ai trouvé dans les toilettes. Ah bon? Mais oui. Ah, tu l'as trouvé dans le mini-bar des chiottes? Non, mais arrêtez de vous foutre de moi, je vous jure, c'est pas à moi. T'aurais dû prendre le shaker, qu'il y avait plus des citrons, du Non, sirop mais de c'est menthe. pas drôle, arrêtez de rire, Allez. vous aussi. T'allais la ramener à la proviseure, j'imagine. Bah ouais. Bah oui. Tu sais que c'est sur mon chemin, je peux t'accompagner si tu veux. Allez. Non, mais j'ai déjà un avertissement. Et bah, il y en aura un deuxième. Tu sais que c'est une sous-marque en plus, ça fait mal à la tête. C'est pas à moi. Ah, c'est pas toi? Non. C'est à qui alors? Vous la voyez, la question arriver là, ou pas du tout, Guillaume Labbé? Est-ce que vous avez planqué beaucoup de bouteilles d'alcool, vous, pendant que vous étiez au lycée? Non, pas énorme. Je crois que ça m'est arrivé une fois de prendre entre midi et deux de la vodka et d'être un peu bourré en cours. Je crois que ça m'est arrivé Ah une ouais. fois. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Non, alors plus sérieusement, cet épisode évoque l'alcool chez les ados, qui est un sujet extrêmement important. Il y a un autre épisode qui va parler de la précarité, toujours chez les adolescents, un autre de la grossophobie, du racisme, du complotisme. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous a touché particulièrement, plus qu'un autre, dans tous ceux que vous avez abordés? Pas un sujet en lui-même, c'est la façon de traiter les sujets qui m'ont plus ou moins touché. J'ai été très touché par la façon de traiter, et aussi la comédienne qui je peux pas, alors non, ça va être un spoil, mais en tout Fermez vos oreilles, les gens qui n'ont pas encore regardé. Allez-y. non, je peux le faire sans spoiler, mais l'épisode de Mehdi, où l'enfant qui a des problèmes de violence chez lui, je trouve qu'ils ont réussi, les auteurs l'ont traité d'une façon où le bourreau, on comprend en fait. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'espèce humaine, c'est qu'en fait, il y a, à part des psychopathes qui ont pas d'empathie, c'est des gens qui savent pas comment gérer leurs émotions, qui sont parfois dans la répétition d'un schéma. Et je trouve que de comprendre comment on peut en arriver à taper sur son enfant, et je trouve que les scènes, je les trouve très très fortes, parce qu'il y a un espèce de mélange d'un amour qui est mal placé, et j'ai trouvé ça hyper fin, et que dans de la fiction et qui est là aussi de la comédie, et qui est aussi court, de réussir à aller là,
ça me touche. Vous parliez de Mehdi, donc, qui est un des personnages, un de vos élèves. Il fait de la boxe dans la série. Vous aviez choisi le rugby. Comment vous, élève qui n'allez pas trop en cours, qui êtes plutôt sportif, se retrouve à New York pour étudier l'écriture et l'art dramatique? À moins que je raconte l'histoire dans le mauvais sens et que ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, je voulais être psy. Moi, ma mère est psy. Elle est psychanalyste. Après avoir été prof de sport, elle a repris ses études. Et moi, je voulais absolument être psy. Je pense que je voulais beaucoup plaire à ma mère. Mais ça m'intéressait aussi. Donc, j'ai étudié ça. Et ensuite, j'ai continué le rugby. Et puis, j'ai compris, en jouant au rugby, on a commencé à me payer. Donc là, c'était très bizarre pour moi parce que je joue au rugby, j'étais payé pour faire un truc que j'aime. Et en plus, je résumais des bouquins. Et j'aimais bien faire ça pour des émissions. Moi, j'ai une éducation judéo-chrétienne où il faut un peu en chier pour gagner sa vie. Et c'est là où je pense que j'ai eu le courage de me dire, en fait, je peux aller faire des trucs que j'aime et peut-être qu'un jour, je pourrai en vivre. Et donc j'ai fait mon école d'écriture en France. Et puis après, j'ai été aux États-Unis pour, à la base, faire une école d'écriture. Je suis rentré dans un cours j'ai voulu voir ce que les acteurs faisaient des textes parce que moi, j'étais très verbeux. Dans les dialogues, j'en disais trop. Je voulais voir comment ils le travaillaient. Et là, au bout de 2-3 cours, j'étais en auditeur libre. Ils m'ont fait monter sur scène et j'ai aimé la sensation. J'ai aimé le travail. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans là-bas. Est-ce qu'à un moment donné, vous hésitez entre l'écriture et le jeu, une fois que vous rentrez, ou en fait, au fond, ces deux métiers, ces deux passions s'équilibrent et vous avez besoin des deux? Ah ouais, j'ai complètement besoin des deux. J'ai jamais hésité une seconde. En fait, c'est des vases communicants. Il y a des années où je jouais beaucoup moins et j'écrivais beaucoup plus. Vous avez trouvé la transition avec ce que j'allais vous demander. Parce que depuis quelques mois, c'est vrai que vous êtes omniprésent sur nos écrans. Il y a eu ce rôle à succès dans la série de TF1 Je te promets, Oui. et donc l'école de la vie qui arrive. Et effectivement, il y a une sorte de simultanéité entre les deux séries qui arrivent sur nos écrans comme ça. On va revenir dans Je te promets, justement. Vous incarnez Michael, joueur de l'OM en fin de carrière. On va juste écouter un extrait du premier épisode, histoire de ne pas spoiler D'accord. pour ceux qui n'ont pas encore vu cette adaptation de la série américaine This Is Us. Bah alors Mika, pour tes 38 ans, le petit sort du placard. Je dirais même du cimetière, ouais. Ah, faut croire qu'ils pensent que vous avez besoin d'un pour gagner, les gars. Oh, il se croit où, là? Eh, la momie, à ton âge, t'es trop vieux pour courir. Ah, mais j'ai plus besoin de courir. Ah, bah ça, c'est la science du placement, les gars. Inzaghi, Pirlo, ça vous parle ou pas? Eh, bientôt, le type va nous sortir des références à la Copa. Ah, non, ton placement, on le connaît, il est sur le banc. D'ailleurs, t'as pas les hémorroïdes, là? Eh, j'entends pas beaucoup Renaud, par contre, hein. Ouais, bah, Mickaël, profite avant la retraite. Mickaël, un petit mot s'il vous plaît avant l'échauffement. J'ai envie de dire, ce soir pour vous c'est le grand soir, non? Ouais, non, c'est un match important. On est face à notre concurrent direct, donc c'est un match à 6 points. Puis surtout, il faut gagner ce soir si on veut jouer l'Europe l'année prochaine. Eh oui, bien sûr. Bon échauffement, à tout à l'heure. On sent le vécu là. Est-ce que vous vous êtes fait charrier par les copains du rugby de jouer un joueur de l'OM Ouais, clairement. Clairement. Ouais, en plus, moi, je suis plutôt fan du PSG. Donc, du coup, alors là, c'était dans tous les sens. Alors souvent, les comédiennes et comédiens qui passent par Seriland nous disent qu'ils détestent les épreuves de casting et que généralement, ils sont mauvais dans ces moments-là. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Moi, j'aime beaucoup. La chance que j'ai maintenant et que des acteurs ont, c'est qu'au bout d'un moment, les essais, souvent, il y a le réalisateur qui est là ou la réalisatrice, parfois le producteur et aussi les directeurs de casting qu'on voit. C'est bête, mais ils nous connaissent, ils nous Et oui, ils vous ont déjà vu, identifient, donc ils savent du ce coup- que vous êtes capable de faire. Et voilà, ils Ouais. nous connaissent. Et puis surtout, on se sent un tout petit peu. On a besoin d'être en confiance, en fait. On se sent un peu attendu. Et donc, il y a un truc de confiance en soi que moi, j'avais pas. Et donc, du coup, maintenant, j'arrive dans un truc un peu plus en confiance. Non, moi, j'adore. J'adore parce que j'arrive avec des propositions. Je bosse dans une direction. Et quand il y a un directeur de casting, et franchement, moi, je trouve c'est marrant parce qu'on dit tout le temps putain, c'est horrible, il y a beaucoup de sketchs là-dessus. Lutz, il avait fait un directeur de casting. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance, mais les directeurs de casting, même au départ, même encore, je passe des castings, il n'y a pas le réalisateur, hein, mais je trouve que globalement, justement, ils mettent en confiance, ils sont sympas, ils essayent de faire en sorte que ça se passe bien. Je suis jamais tombé sur un connard. Le mec qui est froid ou la femme qui est froide et qui est désagréable, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que, en toute modestie, vous avez l'impression que votre carrière prend un tournant, qu'il se passe un truc là? Ouais, je pense qu'il se passe quelque chose parce que je vois que j'intéresse un peu plus, qu'il y a plus de propositions. Mais en fait, ça s'est fait tellement naturellement et graduellement pour moi parce que en fait, j'ai commencé à jouer quand je suis rentré des États-Unis il y a relativement peu de temps. C'est-à-dire que ma carrière, j'ai commencé à 28 ans, je crois, ou 29 ans. Donc J'ai ça fait commencé 10 par le ans théâtre. que vous Et jouez. donc j'ai joué au théâtre. Moi, ça me suffisait totalement. À un moment, j'en ai eu marre d'être tout le temps à Paris parce que j'aime bien partir de Paris. Donc tous les soirs, j'étais au théâtre et donc j'arrivais pas à partir. Et moi, donc du coup, j'ai demandé à mon agent de faire un peu plus d'images. Ça s'est enchaîné où j'ai fait des rôles comme ça. Et en fait,
le truc s'est enchaîné assez naturellement. Et alors, à quoi vous ressemblent vos rêves aujourd'hui? Je parle professionnellement. On n'a dit pas de questions intimes. Vous avez vu dans mon œil que tout d'un Oui, coup, je suis j'ai parti vu. sur Oui, je un me truc suis qui a dit, non, rien il à va me voir. raconter un truc que je veux absolument pas qu'on mette ça dans C'est cet horrible, je suis épisode. quoi. entièrement lisible. Je sais pas, mais ça me fait penser à un truc qui est fou, c'est que ce que je faisais et ce que je fais encore en scooter, je me joue parfois la vie rêvée, et je me souviens que j'avais jamais repensé à ça, mais je me fais des faux coups de fil parfois. Je me faisais beaucoup, genre des coups de fil. Je me souviens quand je commençais le théâtre en disant, comme si j'étais avec un pote au téléphone, en disant écoute, ça va être galère la semaine prochaine, je suis en répète de ma pièce. Et ça me paraît fou de dire je suis en répète de ma pièce. C'est un truc incroyable. Moi, la première fois que j'ai vu un décor construit par des trucs que j'avais écrit des trucs, ça se fabriquait. Franchement, j'ai pleuré. Je me disais, et je continue de faire ça. Et maintenant, je peux me faire des trucs. Et quand je me souviens, quand je disais, ah, attends, juillet, tu me dis juillet, août, je crois que je serai en tournage au Maroc. Et je me fais ça, hein, alors que c'est pas vrai. Enfin, je me le faisais. Et en fait, je me rends pas compte que ça arrive. Et comme je suis angoissé, c'est terrible. Je n'arrive pas à être heureux du moment présent. Ça veut dire que il faut que je me replonge dans ces rêves que j'avais pour me dire, mais tu es en train de le vivre, mon bonhomme. Donc apprécie. Moi, là, j'ai l'impression qu'on me laissera pas continuer de jouer la comédie, jouer des rôles et travailler. C'est fou. Est-ce que vous imaginiez, je sais qu'il y en a qui le font, répondre à des interviews, Ah ouais, grave. monter sur scène pour une récompense? J'ai pas dit un Oscar ou un César, vous avez remarqué. Hein, Non, mais récompense. pour Molière. Alors bizarrement, j'ai jamais fait les discours de remerciement. Non, moi, franchement, Mais les c'est ouf. interviews, oui. Interview, ça m'est arrivé, mais vraiment plus rarement. Moi, ce qui m'arrive, c'est la fausse discussion avec un pote en disant, ouais, là, j'ai beaucoup de taf, ça va. Alors que, enfin, ouais, c'est fou. Bah là, je sais pas. Alors, pour savoir ce dont je rêve, je pense qu'il faut que je fasse les coups de fil que je fais actuellement. Eh ben oui. Mes faux coups de fil. Mais Bah, ce mes que faux j'allais coups de vous fil, dire, là, c'est ouais. des trucs internationaux. Mais c'est fou de dire ça. J'ai l'impression de. Non, mais dites-le parce que si Bah, ça c'est se produit, l'impression on de vous le dire, ressentira. je peux dire, il y a les frères Cohen là il y a un petit truc pour moi, donc je vais voir. Je crois qu'il y a ça. J'ai honte de dire ça. Ça se passe dans mon casque normalement à 50 km/h parce que je respecte les limitations. Trop C'est tard. important, les limitations. Vous l'avez dit, mais si vous imaginez si ça se passe, on vous le ressortira évidemment. Autre série sur votre CV, Plan Cœur sur Netflix. Vous avez incarné Max, l'ancien fiancé d'Elsa, incarné par la fantastique Zita Enro. Extrait du premier épisode, là aussi. Lendemain d'une soirée arrosée pour Elsa, beaucoup trop arrosée. Ça y est, ça va mieux? Quoi? 23h05. Salut Max, t'es où? T'es plus à la soirée? Je t'ai écrit? 23h10. T'es parti avec Gaïa la pute. 23h12. Pardon, pas la pute, c'est sûrement une fille bien. 23h13. Enfin, à part que c'est une salope qui m'a piqué mon mec. Bye. T'es sûr que ça vient de moi? 23h18. Suce-toi demain. T'avais autre chose à me dire? Parce que là, il faut que j'appelle Charlotte. Enfin, le portable qu'elle m'a volé. Enfin, pas volé, mais bref. Elsa, t'es une fille super. Genre, t'es intelligente, t'es belle. Mais t'es un vrai boulet. Non, mais sérieux, il faut que t'arrêtes, ok? Moi, j'ai été compréhensif. Mais même Gaïa, elle a été Non, compréhensive. mais non! Elsa, juste, on s'est suffisamment aimé pour pas tout gâcher. Tu crois pas? Bonne journée. J'adore, vous êtes un vrai. Quand on lui dit qu'elle est un vrai boulet, ça sonne tellement juste. Je me suis demandé si vraiment vous aviez un truc à reprocher à Zita Enro. Mais quand vous pensez à Plan Cœur, la première image qui vous vient, c'est quoi? J'ai rien qui vient. C'est bizarre. Ça a déjà disparu? Non, en plus, on a fini la saison 3 là, il y a 3 semaines. On s'est trop marré. C'est un truc de pas dans la série d'ailleurs. Franchement, ce qui me vient, c'est quand on était à l'hôtel, on était à Chantilly, on était tous ensemble. On n'a pas tout le temps tourné tous ensemble et on s'entend vraiment très bien, tous les comédiens. Et donc, c'était dans la chambre à faire la teuf. Est-ce qu'en tant qu'auteur, vous pourriez vous écrire un grand rôle pour vous? Alors, c'est marrant. À chaque fois, j'ai jamais écrit en pensant à moi. C'est-à-dire que quand j'écrivais les pièces de théâtre, et pourtant j'ai joué dans une pièce de théâtre que j'ai écrite, dans 2 d'ailleurs, mais sinon les autres non. Donc mais pendant l'écriture, je pense pas du tout à moi. Et là, si j'ai un projet où je me suis dit, quand je l'écris, en fait, comme je joue les personnages, quand j'écris, évidemment, je joue les dialogues, il y a vraiment un personnage c'est un truc qui est très, très personnel. C'est vraiment un projet que je fais tout seul pour moi et je sais pas ce que j'en ferai, mais là, je me dis, putain, j'adorerais jouer ce gars-là. Et en même temps, c'est la première fois que je me dis que je vais me former à la réalisation parce que j'aimerais
potentiellement réaliser ce projet. Et là, par contre, je me vois pas du tout faire les deux. J'ai l'impression que ça va me gâcher les deux plaisirs et puis je vais faire que de la daube. Est-ce que vous êtes sensible aux critiques, par exemple ? Ouais. Mais j'aimerais tellement mentir. Enfin, je devrais mentir et dire que je suis pas sensible au truc, mais moi, c'est catastrophique, ça. Ça veut dire que du coup, je lis rien. Je regarde pas, mais je lis rien. Ça m'est même arrivé, je peux être... Mais vraiment, sur un commentaire d'une chaîne YouTube que j'avais avec des potes, je peux avoir un commentaire. Si ça se trouve, la personne qui est derrière, c'est quelqu'un de 13 ans et je peux lire et puis je peux me dire, sérieusement, il a raison sur son analyse, je crois que c'est pas bon. Sur un truc où... donc, non, moi, il faut pas que je lise les trucs, que je vois les choses. Je suis trop sensible à ça et les gens qui arrivent à pas se faire impacter ou peu par ça, putain, je les trouve tellement libres, je les envie tellement. Mais moi, du coup, il faut pas que je regarde, il faut que je me concentre sur ce que j'aime faire, qui est préparer mes rôles, travailler la psychologie du personnage, être sur le plateau, jouer. Et il faut que je m'enlève de tout le reste, en fait. Et alors, à quoi vont ressembler les prochaines semaines, justement, en termes de concentration ? Là, j'attends. J'ai une série où je joue, mais il y a eu des cas Covid, donc c'est décalé. Donc là, les prochaines semaines, c'est de l'écriture. Je reprends mon emploi du temps, ça j'adore. Je développe, j'ai un long métrage en développement en auteur et une série. Et là, ça va être que de l'écriture. Donc je vais partir au Pilat et je vais écrire. On se quitte en musique, Guillaume Labbé, si vous voulez bien, avec cette musique, forcément. Moi, quand je me sens touchée, coulée, perdue. L'école de la vie est la série à voir sur France 2 et sur France.tv pour toutes les séances de rattrapage. Je te promets, dont on a parlé, est toujours disponible sur Salto. Et puis Plan Cœur, c'est à voir aussi sur Netflix. La semaine prochaine, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les meilleurs passages des épisodes de Seriland. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à commenter. Le groupe Facebook Seriland est là pour ça. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Nous sommes partout, sur europe1.fr, sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify et Deezer. Et attention, dans Seriland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.